Donc là, est-ce que vous m'entendez? Oui, le son est revenu. Donc apparemment, la technique est à nouveau opérationnelle pour la transmission à distance. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième intervention, la mise au point d'un dispositif de doublage réversible pour les supports métalliques des peintures. Et la présentation est faite toute seule, m'a-t-elle dit, par Laurence Mugnot, qui est restauratrice de peinture et que nous connaissons bien, et qui d'ailleurs est intervenue également sur les puits d'Amiens qui ont été présentés ce matin. Donc merci Laurence, et vous avez la parole pour entre 25 minutes et une demi-heure. Voilà. C'est bon pour le micro là ou on va le mettre comme ça. Donc cette présentation est l'occasion d'évoquer une typologie de peinture qui se fait en général assez discrète dans les publications et les colloques, à savoir les peintures sur cuivre. Et nous aborderons un sujet plus rare encore, la question du traitement de renfort ou de doublage de ces supports cuivre. J'aborderai ici ce sujet à travers... suivant, pardon. Ah. Oh. Je vais attendre un peu. Pour l'instant. Voilà. Ah. Non, c'est pas ça. Alors ça, c'est l'intervention suivante, ça. Il faut revenir à la précédente. Non, celle d'avant. Ça, c'est la troisième de la session. Quel suspense. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Parfait. Suivant, donc. Merci. J'aborderai ici ce sujet à travers une restauration qui date de quelques années déjà, soit 2012, et qui a concerné cette œuvre provenant du musée Sainte-Croix de Poitiers et que j'ai menée en collaboration avec une collègue restauratrice de métal, Laura Caru, qui, hélas, n'a pu être présente aujourd'hui pour vous parler avec moi de cette restauration. Avant de présenter plus directement ce projet de restauration, je tenais à évoquer de façon assez rapide la technique de la peinture sur support cuivre et les caractéristiques de ces supports en général et plus particulièrement pour cette œuvre. Je crois en effet que la peinture sur cuivre, bien que souvent représentée dans les collections muséales de peinture ancienne, est souvent assez mal connue techniquement et qu'il peut en résulter des malentendus. Je m'excuse d'avance auprès de ceux qui connaîtraient déjà parfaitement les généralités que je vais énoncer, en espérant qu'ils me pardonneront ces longueurs. L'emploi du cuivre comme support de peinture de chevalet a une histoire brève et plutôt fulgurante qui débute dans l'Italie maniériste de la seconde moitié du XVIe siècle. L'emploi de plaques fines de cuivre comme support de peinture à l'huile, des plaques tout à fait semblables à celles employées par les graveurs, est expérimenté comme une alternative plus durable aux supports organiques de bois ou de toile et plus pratique que les supports de pierre polie testés à la même époque. L'usage de ces supports métalliques s'est rapidement diffusé en Europe, principalement auprès des peintres du Nord, et a connu un engouement important au XVIIe siècle, pour assez rapidement s'essouffler par la suite et se raréfier au cours des siècles suivants. De nombreux artistes, notamment ceux dont les compositions étaient basées sur une facture précise et détaillée, se sont donc emparés de ce support lisse, résistant, facile à se procurer, ne nécessitant de la part du peintre qu'une préparation rapide, et les peintres l'ont employé comme une alternative occasionnelle ou plus fréquente au support bois. Suivant. Les plaques sont fabriquées à partir de lingots, provenant à cette époque des mines d'Europe centrale. Le métal est un cuivre relativement pur, à plus de 95%, les autres métaux ou minéraux présents l'étant sous forme d'impuretés qui n'ont pu être extraits lors des premières étapes de traitement du métal. Les lingots sont ensuite mis en forme en plaques. Suivant. Pour réaliser une plaque, on distingue deux méthodes principales, le martelage et le laminage. Le martelage est la technique la plus courante à cette époque et le sera jusqu'au XVIIIe siècle. Le métal est chauffé, puis martelé à plusieurs reprises selon des lignes parallèles et perpendiculaires. La chauffe va permettre de rendre le matériau malléable, puis le martèlement l'étend et le durcit jusqu'à ce qu'il soit écroui, c'est-à-dire rigide et cassant. Ces étapes sont successivement répétées jusqu'à atteindre l'épaisseur voulue. Suivant. On reconnaît les plaques martelées grâce à de petites irrégularités concentriques sur le revers, une surface bosselée caractéristique. En voici un exemple sur un petit format en lumière rasante. Une autre technique de mise en forme apparaît en parallèle, le laminage. Suivant. Cette technique
souvent illustrée dans les traités du XVIIe siècle, est plus efficace, mais présente encore des limites techniques à cette époque, en raison de la taille et de la force réduite des rouleaux employés. La technique se développera avec plus d'ampleur à partir du XVIIIe siècle. Le laminage permet de fabriquer des formats importants. On reconnaît les plaques laminées à des stries parallèles, ondulatoires, visibles souvent sur le revers des œuvres. Sur l'œuvre de Poitiers, nous observons ainsi ces stries en lumière rasante, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, qui témoignent de ce laminage. La manufacture des plaques a un impact sur l'apparence visuelle des peintures, ainsi que sur leur comportement mécanique, dont la flexibilité. Les plaques employées pour la gravure et la peinture mesurent la plupart du temps autour de 1 mm. 1 mm d'épaisseur, et parfois moins. C'est le cas pour l'œuvre de Poitiers, d'après les mesures faites sur les bords, légèrement inférieures au millimètre, malgré les dimensions que j'ai dû vous donner un petit peu avant, 80 cm dans la plus grande dimension. Une fois la plaque formée à la bonne épaisseur, elle est coupée aux dimensions voulues. Des étapes de polissage sont ensuite menées par la suite, qui visent à faire disparaître les irrégularités, aplanir et polir la surface. On note à ce propos que les supports de peinture présentent des degrés de finition très variés et que certains artistes se sont contentés de plaques peu polies et d'autres, au contraire, ont travaillé sur des plaques à la finition poussée, au format régulier, aux bords rectilignes et adoucis, identiques à celles qu'emploient les graveurs. Pour notre cas, c'est assez difficile d'estimer le poli de la surface en raison de nombreuses déformations et dommages présents, mais le format s'avère irrégulier et les bords peu linéaires. Une fois entre les mains du peintre, la préparation de ces plaques pour la peinture était excessivement simple et rapide, un atout évident de ces supports. Suivant. La face à peindre était très fréquemment abrasée et poncée pour augmenter l'accroche. C'est ce qu'on peut voir ici dans la lacune sur l'œuvre de Poitiers. On voit les petites stries, les abrasions. Puis souvent, une fine préparation plus ou moins opaque, composée d'huile, plus ou moins chargée de pigments, était appliquée à la brosse ou même avec les paumes. La peinture à proprement parler pouvait ensuite être exécutée, toujours en couche fine, pour faciliter l'accroche et le séchage sur ce support non poreux et lisse. Sur l'œuvre de Poitiers, nous observons ainsi cette abrasion de la surface, et les couches colorées présentent les caractéristiques habituelles des peintures sur cuivre. Suivant. Finesse, régularité, jeu de glacis et détails rehaussés de lumière précise. On a noté toutefois pour cette œuvre une facture différente selon les zones qui ont conduit les historiens de l'art à avoir plusieurs mains sur cette œuvre. Les caractéristiques techniques de ce support en expliquent la principale contrainte, celle du format. En effet, si les plaques de petit format s'avèrent très maniables et posent peu de problèmes de manipulation, présentant une bonne rigidité malgré leur faible épaisseur, en revanche, employer des plaques de moyen format pose rapidement des problèmes de poids et d'affaissement. Le grand format s'avère ici complètement exclu. Les plus grandes peintures sur cuivre que nous rencontrons mesurent ainsi 1 mètre, voire 1,20 m de long environ. Les formats supérieurs sont des cas tout à fait exceptionnels. Certaines plaques, trop flexibles pour être manipulées toutes seules, doivent être renforcées par un support secondaire. C'est le cas des plaques les plus grandes, à partir de 80 cm environ, mais également de plaques plus petites au métal trop souple. La rigidité ou la flexibilité de la plaque dépend en effet de l'épaisseur, mais également du traitement du métal. Le métal écroui par les traitements mécaniques, dont le laminage ou le martelage, deviendra dur, rigide, voire cassant, tandis qu'un métal qui a été recuit thermiquement et plus traité mécaniquement ensuite présentera ductilité et souplesse. Une plaque fine mais écrouie peut donc apparaître plus rigide qu'une plaque plus épaisse mais recuite. Au suivant. Pour pallier cet éventuel manque de rigidité ou une taille qui ferait craindre un risque d'affaissement et des difficultés de manipulation, les plaques concernées étaient renforcées par des supports au revers, qui ont été très rarement préservés, mais dont nous en gardons des traces. Il s'agissait de supports arrière composés de planches de bois sur lesquelles les plaques de cuivre étaient fixées par clouage à la périphérie. Il ne semble qu'il n'y avait dans la plupart des cas pas de collage entre les deux structures. De ces montages d'origine, il nous reste souvent uniquement les trous laissés en périphérie. Vous pouvez voir là sur la photo un détail de l'œuvre de Poitiers après nettoyage des repeints et du vernis. Et donc cette œuvre présente une série de 45 trous qui étaient donc camouflés par les repeints et qui correspondent à cet ancien dispositif de renfort du support.
car vu ses dimensions, son épaisseur et cette série de perforations, il est assez évident que ce support n'a jamais été présenté sans un renfort au revers. Image suivante. Par la suite, des restaurateurs sont intervenus pour réaliser d'autres types de renforts, pour remplacer ces montages d'origine ou pour renforcer des plaques libres jugées trop faibles ou même accidentées, et parfois également pour des raisons qui sont difficiles à identifier, comme ça a pu être le cas pour des rentoilages ou pour des parquetages de supports bois. Il est intéressant de voir que pour le support comme pour la couche picturale, les peintures sur cuivre ont longtemps été restaurées de façon très similaire à des peintures sur bois, sans tenir compte des spécificités du matériau métallique. Le comportement mécanique et physico-chimique du bois et du métal sont pourtant bien différents. Le plus souvent, il s'agit de parquetages non mobiles, que l'on pourrait appeler aussi résille de bois, collés au revers et laissant le cuivre visible entre les lattes du bois. C'est le cas de notre œuvre, comme vous pouvez le voir sur la photo du revers, qui a subi ce traitement. La photo suivante. Merci. La surface au revers a été griffée, sacrifiant la couche d'oxyde de cuivre brune en surface. On peut le voir, ces griffures sur ce détail. Pour favoriser l'adhésion, puis une structure en bois résineux a été collée au revers avec une colle animale, colle de peau ou colle de poisson. Il est difficile de dater cette intervention et nous devrons nous contenter de l'attribuer au XIXe siècle ou au XXe siècle sans plus de précision. D'autres systèmes de doublage ou de parquetage avec du bois peuvent être vus sur d'autres œuvres, employant des adhésifs naturels ou synthétiques. Camouflant partiellement, parfois totalement les supports cuivre, ils entraînent parfois des confusions d'identification de la technique qui ne restent pas rares encore aujourd'hui sur certains cartels, des peintures sur cuivre étant prises pour des peintures sur bois à cause du revers. La question de la dépose et de la réversibilité de ces doublages peut également poser des problèmes techniques importants. Image suivante. Cette présentation ayant été faite, nous pouvons en venir à la restauration qui nous occupe. Une intervention fondamentale sur la couche picturale était demandée pour cette œuvre qui présentait effectivement des vernis très irréguliers et disgracieux. Image suivante. Des repeints discordants, parfois abusifs, et quelques soulèvements localisés. Image suivante. Toutefois, la principale inquiétude concernait le support. Cette plaque assez fine, d'environ 1 mm d'épaisseur, avait été anciennement restaurée par collage sur une structure en bois, comme on l'a vu précédemment. Des décollements importants étaient apparus, dus à une fragilisation de l'adhésif devenu cassant. La plaque n'était plus maintenue que dans la partie basse et par quelques points ponctuels. Image suivante. Il en résultait des déformations et des gondolements manifestes. La plaque de cuivre, qui n'était pas suffisamment rigide, qui était assez flexible, ne pouvait être manipulée verticalement sans risque de chute. De toute évidence, une intervention de consolidation du support était donc indispensable. Cliché suivant. Cette altération m'a conduite à formuler plusieurs conclusions et hypothèses de traitement. Suivant. Le montage actuel était déficient et dangereux pour l'œuvre. Il devait être déposé impérativement, une reprise locale étant exclue au vu de la dégradation avancée de l'adhésif. Suivant. Pardon pour les animations, ce n'était pas une très bonne idée. Devant les caractéristiques du support métal, notamment sa taille et son manque de rigidité, nous devions également écarter la possibilité d'un montage libre à l'aide d'un dos protecteur non collé et d'un maintien en périphérie réalisé par un cadre, un affaissement de la plaque étant probable en position verticale. Deux possibilités se présentaient donc à nous. Suivant. Une dépose de la résille et un recollage de cette structure en bois. Il est important de souligner que le bois, matériau hygroscopique et acide, ne constitue pas un matériau de renfort idéal pour un support métallique et qu'à ce titre, cette proposition apparaissait peu satisfaisante. Également, et nous le verrons un petit peu plus tard, cela peut poser des problèmes de dépose et de réversibilité. Suivant. Pas encore. Ou bien la mise au point d'un nouveau système de renfort fixé au revers qui fournirait des caractéristiques plus adaptées au support métallique et garantirait une réversibilité assurée et facile de ce doublage. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers une collègue restauratrice de métal, Laura Caru, pour réfléchir ensemble à ce problème et concevoir une solution technique. C'est cette solution qui a été retenue, suivant, par la conservatrice alors en charge de la restauration, Madame Anne Péan, et qui a été menée et que je vous présente donc aujourd'hui. Suivant.
Nous avons donc évalué les matériaux et solutions envisageables et avons défini plusieurs critères. La stabilité et la compatibilité physico-chimique, la nécessité d'une rigidité et d'une résistance suffisante, un impératif de réversibilité, le sujet du jour, si possible le plus aisé possible, et enfin une attention particulière portée à la légèreté du système afin de ne pas fragiliser l'encadrement de l'œuvre. Plutôt qu'un support organique en bois, nous avons retenu un panneau composite composé d'une trame alvéolaire en aluminium entre 2 couches extérieures de tissu de verre. Il s'agit d'un support initialement destiné au doublage de peinture murale déposée ou de mosaïque. Nous avons retenu l'épaisseur la plus faible disponible sur le marché, soit 1,5 cm pour le maximum de discrétion, soit inférieure à l'épaisseur des parquetages ou doublages que nous avons rencontrés le plus souvent. Image suivante. Image suivante. Alors voici une éprouvette qui a été réalisée pour tester le montage sur ce matériau à partir d'une modélisation de peinture sur cuivre. Il ne s'agit évidemment pas d'une peinture ancienne. Donc vous voyez sur ces images ce fameux support composite, donc au revers à droite, et puis vous envoyez la tranche également sur l'image de gauche. Donc cette éprouvette a été faite avec un format inférieur, à peu près un format A4, et avec une plaque moderne, donc parfaitement lisse. Ce matériau composite présente des caractéristiques compatibles avec notre problématique. Le tissu de verre, imprégné de résine époxydique, est inerte chimiquement au contact du métal. La structure sous-jacente en aluminium apporte une rigidité et une grande résistance mécanique, au choc, à la flexion, tout en conservant une certaine légèreté. Ces matériaux ne sont pas réactifs aux variations hygrométriques et ne risquent pas de se déformer dans le futur. Les échanges avec Laura Caru nous ont conduits à retenir pour le collage une colle époxyde, une araldite 2011. Cet adhésif, guère employé pour la restauration de peinture, est en revanche privilégié pour des collages structuraux dans le domaine des objets métalliques, pour sa résistance mécanique. Cependant, si la compatibilité et la solidité de ce renfort ne fait aucun doute, il nous a paru très important de prévoir des aménagements pour garantir une réversibilité aisée de ce dispositif. Un dispositif simple a donc été mis en place pour garantir la réversibilité de l'intervention. Et voici donc les étapes de notre intervention sur l'œuvre à proprement parler. Image suivante. Après refixage localement, la couche picturale a été nettoyée, les repeints et mastiques dégagés pour libérer la surface de toute contrainte ou surépaisseur. Image suivante. La surface a été protégée d'un vernis de protection, puis après séchage d'un vernis de protection, puis d'un papier de protection fixé avec un adhésif synthétique. Image suivante. Le parquetage a été détaché progressivement au revers avec une longue lame non coupante après ramollissement autant que possible de la colle avec un gel à queue. Même si le parquetage était déjà très largement décollé, cette dépose a été assez délicate et peu agréable à mener en raison de la flexibilité de la plaque de cuivre et de sa tendance à se déformer sous les actions mécaniques. Image suivante. Les résidus de colle, teintés d'ion cuivre, ont été éliminés avec une solution aqueuse de TAC à 1%, rincée à l'eau. Les dépôts de corrosion ponctuels ont été dégagés au scalpel et après ce nettoyage, la surface est séchée chimiquement avec de l'éthanol. Image suivante. Un tissu de fibre de verre préencollé à l'adhésif acrylique Paraloid B44 dans l'acétone a ensuite été fixé sur la surface métallique à l'aide de cette même résine à une concentration plus élevée, 20%. Il doit servir d'interface facilitant la réversibilité. Cet adhésif présente en effet de très bonnes qualités de stabilité et il est réversible dans une large gamme de solvants. Puis la plaque composite fibre de verre aluminium, image suivante, a été préparée. Une série de perforations régulières ont été réalisées. Ces trous constitueront des voies d'accès pour une future dépose, je reviendrai là-dessus. La colle époxydique, l'araldite à 2011, est déposée sous forme de plots réguliers que vous voyez entre les trous sombres, là, les petits plots clairs, est déposée donc sous forme de plots réguliers répartis autour des perforations. Nous n'avons pas placé de plots près des bords pour éviter des débordements lors de la mise sous pression. Le support cuivre est placé sur ce panneau, puis mis sous poids. Image suivante. Une reprise des bords par injection maîtrisée.
il manque une... non, c'est l'image suivante, c'est pas grave. Une reprise des bords par injection maîtrisée est faite à la seringue avec pression au serre-joint sous mélinex et plaque de verre pour contrôler tout éventuel débordement au moment de la mise sous pression. Les déformations sont ainsi reprises progressivement, particulièrement le long des bords qui étaient évidemment plus déformés. Image suivante. À l'issue de ce travail, le doublage est parfaitement adhérent, la plaque est stabilisée, maintenue et les déformations ont été considérablement atténuées. Quelques finitions ont été apportées. La découpe du panneau composite a été légèrement reprise pour se rapprocher du format original, tout en le régularisant. Les bords ont été mastiqués et protégés par un bordage, tandis qu'un carton recouvre le revers. Un schéma explicatif du montage et des indications des matériaux employés a été glissé auparavant au revers du panneau synthétique pour faciliter la dépose du doublage dans l'avenir. Image suivante. La réversibilité du dispositif repose sur la solubilité aisée de l'interface de fibre de verre fixée au paraloïde B44, prise en sandwich entre le support de cuivre et le panneau composite. Les perforations au revers sont destinées à faciliter l'accès à cette interface, y compris dans les zones centrales, plus difficiles d'accès. Ces trous régulièrement répartis, situés entre chaque plot d'araldite, doivent permettre d'introduire un solvant possible du paraloïde, par exemple l'acétone. L'introduction du solvant permet de faire gonfler l'adhésif, mais ramollit aussi très légèrement la colle époxyde. Image suivante. Image suivante. Et permet ainsi de détacher très rapidement le panneau de l'interface fibre de verre à l'aide d'une lame non coupante. D'après le test effectué sur l'éprouvette, cette dépose est très aisée, très rapide, bien différente évidemment de celle qu'on a dû faire sur l'ancienne restauration en bois. Image suivante. Voici d'ailleurs un petit détail de la surface du panneau de notre éprouvette après dépose. Et on voit bien les plots d'araldite qui ont pris la texture de la fibre de verre. Donc il ne reste plus ensuite, image suivante, qu'à retirer l'interface de tissu en fibre de verre à l'aide de solvant. Voici la vue de l'œuvre après restauration du support et de la couche picturale. Évidemment, je ne parlerai pas de la restauration de la couche picturale, qui était très intéressante d'ailleurs également, mais qui est hors sujet. Voilà. Image suivante. Voici le revers, cette fois-ci. Et image suivante. Pour résumer les atouts de cette proposition, évidemment, on peut parler de l'innocuité des matériaux et de la très facile réversibilité de ce doublage. L'avantage, évidemment, du support cuivre, pour nous, c'est notamment sa très faible porosité qui permet d'introduire des solvants au revers en relative grande quantité, sans risque pour la couche picturale à la face, en évitant, évidemment, en contrôlant les débordements. D'un autre côté, image suivante, plusieurs inconvénients sont à signaler. D'abord, le support qui nous a paru un tout petit peu surdimensionné, puisque ces supports sont faits pour supporter des poids beaucoup plus importants finalement que notre support de cuivre. Donc un support de même nature, mais plus fin, aurait pu suffire au vu du poids de l'œuvre, mais évidemment, nous étions limités par les matériaux disponibles sur le marché. À notre goût également, l'un des soucis, c'est l'aspect très peu esthétique du revers en fibre de verre. C'est aussi ce qui nous a conduit à envisager un carton au revers qui n'a pas véritablement de nécessité, puisque l'empoussièrement dans les quelques perforations n'est pas très important, pas tout à fait négligeable, mais tout de même. Et puis par ailleurs, autre problème que ne résout pas notre doublage, le support en plein ne permet évidemment pas de conserver l'accès au support cuivre, et c'est bien dommage à ce sujet-là. Un maintien périmétrique protège moins le revers des enfoncements, mais permettrait de garder accès au support cuivre. Donc je vais accélérer un petit peu. Image suivante. Cette expérience a été retentée une seconde fois sur une autre œuvre, sur un format légèrement plus grand, donc 100 par 80 cm, une œuvre qui provient d'une mairie, qui n'était pas identifiée et qu'on peut attribuer à Peter von Avond. Donc on va passer assez vite. Image suivante, parce que le protocole a été quasiment identique. Donc vous voyez le renfort de revers initial et à gauche une vue en cours de nettoyage où on voit bien donc, ces séries de perforations qui témoignent du premier montage original perdu. Image suivante, les décollements. Image suivante, donc
tout à fait la même problématique. Une vue après remontage, où on voit que cette œuvre présentait en outre une grande problématique de couche picturale avec des grandes lacunes qui ne trouvaient pas leur explication étrangement avec le support, ce qu'on aurait pu penser en voyant cela. Et image suivante, la vue après restauration. Voilà, mais le protocole finalement a été ajusté sur quelques détails et affiné, mais est resté le même. Image suivante. Donc pour conclure, cette restauration illustre une fois de plus les vertus de l'interdisciplinarité dans le domaine de la restauration. Pour notre part, cela a initié une série de plusieurs collaborations sur des questions de polychromie ou de peinture sur métal avec ma collègue Laura Caru, où chacune a pu apporter à son tour son expertise et permettre de trouver des solutions plus performantes ou plus adaptées aux problématiques rencontrées. De mon point de vue, ce dialogue est indispensable pour la restauration des peintures sur métal qui ont été trop longtemps et à tort restaurées comme des peintures sur bois sans prendre en compte les spécificités de ces supports. Et je me permets également de remercier M. Pascal Faracci qui a pris la suite d'Anne Péan et qui m'a donc directeur des musées de Poitiers et qui m'a encouragée à vous présenter aujourd'hui ce travail. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant sur un support finalement qui est un peu effectivement moins connu que les supports bois avec des particularités. Et merci d'avoir répondu par avance à un certain nombre de questions que je me posais sur l'accessibilité au revers, à la colle, parce que la colle peut être réversible, mais comment va-t-on jusqu'au milieu du panneau, qui est toujours la problématique qu'on peut avoir quand on a à décoller des supports de taille relativement importante, y compris d'avoir pensé à la question de l'archive in situ. Ça, c'est formidable. C'est la bouteille à la mer, à la place. Enfin, c'est un petit peu la carence des archives, mais en tout cas, on est sûr que là, la documentation ne sera pas perdue, puisqu'on la trouvera in situ. Donc, merci beaucoup. Enlevez votre masque, je pense que ça sera plus opérant. C'est bon ? D'accord. Bon, on va terminer une phase de questions quand même à Laurence Mugnot, puis après on réenchaînera. Non, ça ne marche pas ? Je vais parler fort. Oui. Vous l'entendez ? Il est bien allumé ? Ben non, j'arrive pas. Ah, ça y est, pardon. Ah si, ça marche. Il fallait, j'ai appuyé trop légèrement. Donc tout d'abord, merci pour votre présentation. Et juste, j'avais une question. Pouvez-vous Claire présenter, Bételu, s'il vous plaît ? Oui, là, pardon. Claire Bételu, enseignante à Paris dans la formation de conservation-restauration et restauratrice de peinture. Donc j'avais une question sur votre présentation. Vous avez évoqué le fait que vous aviez réfléchi peut-être à une structure portante de soutien, mais extérieure sans collage, mais vous avez... En fait, moi, je voulais savoir, voilà, pourquoi pour le soutien, vous avez évoqué la question d'un cadre ou d'une structure portante par l'arrière. Pourquoi vous avez mis de côté tout de suite cette possibilité ? À cause de la flexibilité et de la taille de la plaque. En fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout envisageable. Après, les propositions initiales qu'on a faites, c'était au stade de la consultation, donc avant d'avoir déposé l'œuvre. Donc à un stade très précoce. Donc on n'a pas non plus présenté un éventail très large d'interventions, mais malgré tout, on aurait pu faire évoluer le projet en cours de restauration, éventuellement, en dialogue avec la conservation. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça aurait été possible et ça aurait été très dangereux dans les phases de décadrage, de manipulation. Et puis il y aurait eu vraiment des risques d'affaissement. Il aurait fait, même si on avait envisagé un soutien périmétrique, vous voulez dire juste une protection arrière et un maintien dans le cadre, simplement Non, oui, parce que j'ai en mémoire des exemples avec des mousses alvéolées ou des mousses avec des mises en forme, donc sans collage, mais juste en soutien, doublé avec une structure rigide, et du coup ensuite pris dans le cadre, qui permet en fait... un ensemble assez léger, mais qui ne demande pas de collage. Voilà, c'était pour rien ça. Que de manipuler l'œuvre, je ne vois pas comment on aurait pu la mettre dans le cadre. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas la manipuler sans une structure en dessous. On ne pouvait pas la maintenir. Voilà. Vraiment trop flexible. Merci. Alors, il y avait des questions devant, de Clarisse Delmas et de Dominique Martos.
Pardon, merci. Alors, si on reste sur la structure pour laquelle vous avez opté, en fait, à la fin, j'aurais souhaité savoir s'il y avait un aménagement spécifique dans le cadre et le fait d'avoir remis au format le doublage par rapport à l'œuvre, si c'était la bonne idée. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de le faire un peu débordant pour qu'il soit bien calé dans le cadre et sans appuyer sur le cuivre, en fait? Trouver un système comme celui-ci. Ce qu'on fait sur des tableaux, en fait, oui. Parfois. Alors, le panneau est effectivement un peu débordant. C'est juste que le premier panneau qu'on avait découpé débordait d'un bon centimètre et demi, 2 centimètres de large, parce qu'on voulait se donner la possibilité de reprendre éventuellement, et on ne savait pas, vu les déformations et le gondolement, quel format exact on aura par la suite. Donc on a préféré se donner de la marge et voilà, un petit peu d'aisance. Donc on a recoupé par la suite, mais on a laissé environ 1 à 2 mm de débord du support composite qui ont été comblés donc avec ce mastic. Le but, c'était quand même de régulariser le format, parce qu'on avait vraiment une découpe un petit peu en feston en périphérie, donc c'était plus facile évidemment de régulariser. Et puis pour la remise dans le cadre, les peintures sur cuivre posent souvent des problèmes de fragilité à l'abrasion. Donc évidemment, on a habillé les feuillures du cadre, notamment à la face, évidemment, ce qui pouvait avoir un contact avec la couche picturale. Et on a fait un calage suffisant à l'aide de pâte. Mais il n'y a pas eu besoin d'aménagement spécifique, puisqu'il n'y a pas de contraintes comme on pourrait y l'avoir pour un support organique, bien entendu, par exemple un support bois. Merci. Il y avait une autre question ? Oui, mais on va finir le jeu de questions peut-être. Dominique Martos. Moi, c'est juste une petite question. Dominique Martos-Levif. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez fait les reprises de déformation du support en même temps que le collage. Oui. D'accord. En fait, la flexibilité du support nous a permis... On s'est posé la question, idéalement, on aurait pu envisager une mise sous presse ou des choses de ce genre. On n'est pas allé jusque-là déjà à cause du format et du matériel dont on avait à disposition. On aurait pu aussi envisager des types de serre-joints avec des grands dépattements. On s'est contenté en fait de rapporter des plaques et de mettre du poids en commençant par le centre jusqu'à l'extérieur, en y allant très progressivement. Et à l'issue, en se donnant la possibilité de reprendre éventuellement ce doublage si ce n'était pas suffisant. Et finalement, la reprise était correcte et suffisamment plane. On ne cherchait pas non plus à revenir à quelque chose. Voilà. On ne voulait pas non plus mettre une pression excessive. Donc finalement, c'est revenu relativement facilement. On aurait peut-être dû reprendre davantage dans un autre cas. Et là, les choses se sont passées aisément. Et ma seconde question, c'est la nature du support, même secondaire. À l'origine, c'était du bois. Ouais. Donc, oui. C'est ça. Donc, le fait de changer de nature, ça a posé question Oui, alors les supports étaient quand même les premiers supports étaient différents, sans collage, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'on voit que la colle, notamment, extrait les ions cuivre et se colore. Voilà, donc on a un problème quand même de compatibilité avec ce collage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a très peu de ces revers originaux. Moi, je crois n'en avoir vu qu'un de cuivre de grand format avec son support d'origine. Sur des plus petits, ça peut arriver, mais sur des grands, en fait, ils sont perdus. Très souvent, on a eu des problèmes de déchirure, d'affaissement, parce que le renfort n'est pas suffisant à long terme. Le cuivre s'affaisse. Donc, c'est un système original, mais qui n'était pas très efficace, en fait, pour le très long terme. Merci. Merci. Lorraine Maillot, puis après on s'arrête, on repasse à la présentation de Versailles. Ça vaut mieux parce que si jamais on entend les questions en ligne, il vaut mieux qu'il y ait un micro quand même. En fait, j'ai une question sur la réversibilité de la couche de fibre de verre qui est collée directement au dos de la plaque. Elle est collée en plein sur toute la surface. Oui. Donc, comment ça se passe si on doit la déposer ? Alors, elle est collée donc au paralloïde B44.
donc un adhésif qui est réversible dans de nombreux adhésifs. Et puis on a l'avantage donc de cette non-porosité du support cuivre, donc on peut tout à fait faire des compresses de solvant et détacher petit à petit, puis rincer la surface. Là, c'est vraiment pas un souci qu'on aurait pu avoir si on avait fait par contre le collage d'araldite directement dessus.